Léa avait toujours rêvé de mener une vie de luxe. Elle venait d'un milieu très pauvre et voyait les autres filles autour d'elle fréquenter des hommes riches qui les couvraient de cadeaux, de vêtements coûteux et de voyages somptueux. Elle voulait cela aussi, mais les choses n'étaient pas faciles pour elle. Elle n'avait ni les relations ni le charme que certaines des autres filles semblaient posséder, et la plupart des hommes ne lui prêtaient pas beaucoup d'attention. Un jour, Léa trouva un emploi en tant qu'assistante personnelle d'un riche homme d'affaires nommé Monsieur Hugo. Il était une figure bien connue de la ville, et tout le monde admirait son succès. Léa vit cela comme une opportunité, elle était déterminée à faire tomber Monsieur Hugo amoureux d'elle, quel qu'en soit le prix. Léa avait entendu des histoires sur l'utilisation du juju, des charmes traditionnels ou des sorts magiques, pour obtenir ce que l'on désire dans la vie, y compris l'amour. Elle connaissait une spiritualiste locale dont quelqu'un lui avait parlé, appelée Mama Zoé, réputée pour aider les femmes à séduire des hommes riches. Léa décida d'aller la voir. Lorsqu'elle arriva au sanctuaire de Mama Zoé, elle expliqua sa situation. « Mama, je veux que Monsieur Hugo m'aime et dépense son argent pour moi. Aidez-moi, je vous en supplie, implora-t-elle. Mama Zoé observa Léa attentivement et hocha la tête. Il y a un moyen, mais il est dangereux. Es-tu prête à tout faire pour obtenir cet homme, demanda-t-elle. Sans réfléchir à deux fois, Léa acquiesça. Elle était prête à tout. Mama Zoé lui tendit une petite bouteille de liquide et un talisman. Mets ceci dans sa nourriture, et il sera à toi. Mais attention, tu dois renouveler le charme tous les 6 mois, sinon il cessera de fonctionner, la prévint-elle. Léa était excitée. Elle n'en revenait pas de voir à quel point cela semblait facile. Elle prit rapidement le charme sans même demander à Mama Zoé ce que le renouvellement du charme lui coûterait dans 6 mois. Elle se dépêcha de rentrer chez elle et planifia de le mettre dans la nourriture de Monsieur Hugo dès le lendemain. Le charme fonctionna comme par magie. Quelques jours après qu'elle l'eut mis dans la nourriture de Monsieur Hugo, celui-ci commença à lui accorder une attention particulière. Il se mit à lui offrir des cadeaux, à l'emmener dans des restaurants luxueux et par là même de lui acheter une voiture. Léa n'en croyait pas sa chance. C'était comme si un interrupteur avait été actionné, et soudainement, elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Elle emménagea dans un magnifique appartement que Monsieur Hugo payait pour elle, et sa vie semblait parfaite. Léa avait l'impression de vivre un rêve, et elle savourait chaque instant. Mais 6 mois passèrent rapidement, et il était temps de renouveler le charme. Léa avait presque oublié l'avertissement de Mama Zoé. Elle était tellement absorbée par son nouveau mode de vie qu'elle ne pensa pas aux conséquences. Lorsqu'elle retourna voir Mama Zoé, la spiritualiste lui donna de nouvelles instructions. Cette fois, tu dois dormir dans un cercueil pendant 3 nuits si tu veux que le charme continue à fonctionner, déclara Mama Zoé d'un ton très sérieux. Léa était terrifiée. Un cercueil? Pourquoi? Demanda-t-elle. Mama Zoé expliqua que les esprits avaient besoin de quelque chose de plus puissant pour maintenir le charme actif. Léa hésita, mais au final, sa soif d'argent et de luxe l'emporta. Elle accepta cette tâche étrange et effrayante. La première nuit dans le cercueil fut insupportable. Léa ne pouvait pas dormir. L'odeur de la mort l'entourait, et elle avait l'impression d'être observée par des yeux invisibles. Elle regretta d'être venue au sanctuaire, mais elle avait déjà fait son choix, il n'y avait plus de retour en arrière possible. La deuxième nuit fut encore pire. Léa commença à entendre des bruits étranges, des murmures et des pas, même si elle était seule dans la pièce sombre. Elle tenta de se convaincre que ce n'était que son imagination, mais la peur s'empara de son cœur. À la 3e nuit, Léa était complètement épuisée. Son esprit lui jouait des tours, et elle avait l'impression de sombrer dans la folie. Elle termina le rituel mais jura de ne plus jamais faire une chose pareille. Après avoir terminé le rituel, le charme fonctionna à nouveau, cette fois, 5 fois plus fort qu'avant. Monsieur Hugo continua de couvrir Léa de cadeaux, d'argent et d'affection. Mais quelque chose n'allait pas. Léa remarqua qu'elle commençait à dégager une mauvaise odeur. Peu importe la quantité de parfum qu'elle utilisait, l'odeur ne disparaissait pas. Elle empirait jour après jour. Elle pouvait prendre jusqu'à 10 bains par jour, mais quoi qu'elle fasse, l'odeur persistait. Elle ne comprenait pas pourquoi. Ses amis, et même Monsieur Hugo, commencèrent à s'éloigner d'elle. Le charme semblait toujours actif, mais quelque chose d'autre allait terriblement mal.
Puis vint la pire nouvelle de toutes. Léa commença à se sentir faible et malade en permanence. Elle se rendit à l'hôpital, après plusieurs examens, on lui diagnostiqua le VIH. Son monde s'effondra. Léa n'en revenait pas. Comment cela avait-il pu arriver? Elle réalisa que son obsession pour Monsieur Hugo l'avait poussée à faire de mauvais choix, et maintenant, elle en payait le prix. Dans sa quête désespérée de richesse et d'amour, elle avait contracté une maladie mortelle. Alors que la santé de Léa déclinait, il lui devenait de plus en plus difficile de maintenir le charme. Rappelez-vous, elle devait le renouveler tous les 6 mois, mais à cause de ses problèmes de santé, elle n'en était plus capable. Elle ne pouvait plus répondre aux exigences de Mama Zoé. La spiritualiste lui avait dit que le charme nécessitait un renouvellement constant, mais Léa était trop faible et trop effrayée pour retourner à ce sanctuaire. Sans renouvellement, Monsieur Hugo commença à se désintéresser d'elle. Il passait de moins en moins de temps avec elle et finit par arrêter complètement de lui donner de l'argent. Le charme s'était dissipé. À présent, Léa n'avait plus rien, ni argent, ni amour, et sa santé se détériorait rapidement. Et pire encore, elle sentait toujours aussi mauvais. Elle courut aussitôt au sanctuaire de Mama Zoé, désespérée et terrifiée. Léa tenta de confronter Mama Zoé et s'écria. « Mama, tout va mal. Je sens horriblement mauvais. Monsieur Hugo ne m'aime plus. Il ne me donne plus d'argent ni d'attention. Que dois-je faire ?» Mama Zoé répondit. « Je t'avais dit qu'il y aurait des conséquences si tu ne suivais pas les instructions. Tu n'es pas venu à temps pour le renouvellement de ton charme après 6 mois, et maintenant, les esprits sont en colère contre toi. C'est pour cela que tu sens si mauvais, Léa. Il n'y a rien que je puisse faire. Une fois que les esprits sont en colère, ils te frappent avec une maladie ou une autre, et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. » Léa était désormais seule, ruinée et malade. Sa vie autrefois glamour s'était transformée en cauchemar. Elle avait tout perdu en poursuivant un homme qui ne l'avait jamais vraiment aimée, un homme qu'elle avait ensorcelé. Et pour couronner le tout, elle avait contracté le VIH de Monsieur Hugo. Léa savait qu'elle devait faire quelque chose pour sauver sa vie, mais cela semblait trop tard. Un jour, alors qu'elle était allongée dans son lit, envahie par le désespoir, elle se souvint d'un vieil ami, Noé, qui avait toujours tenté de l'avertir sur les dangers des charmes. Noé était une chrétienne fervente et avait toujours dit à Léa qu'il existait une meilleure façon de trouver l'amour et le bonheur. N'ayant plus d'autre solution, Léa contacta Noé. Elle lui expliqua tout, comment elle avait utilisé le juju, comment sa santé s'était détériorée, comment elle sentait horriblement mauvais et comment elle avait tout perdu. Noé fut choqué, mais ne la jugea pas. Au lieu de cela, elle lui proposa son aide. Noé emmena Léa voir son pasteur, qui pria pour elle et lui donna des conseils sur la façon de commencer une nouvelle vie. Ils l'encouragèrent à suivre un traitement médical pour son VIH et lui assurèrent qu'elle pouvait toujours mener une vie épanouie si elle prenait soin de sa santé. Léa hésita au début, mais elle se rendit compte qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle commença à prendre ses médicaments et rejoignit un groupe de soutien. Peu à peu, elle cessa de dégager cette mauvaise odeur, retrouva ses forces et commença à reprendre sa vie en main. C'était une belle journée ensoleillée à Orel, un petit village entouré de collines verdoyantes. Une jeune femme au sourire éclatant lavait son linge au bord de la rivière lorsque sa mère l'appela. « Amy, viens. J'ai une grande nouvelle », cria sa mère depuis leur petite maison en terre. Amy se leva rapidement, essuya ses mains sur sa robe et courut jusqu'à la maison. Elle trouva sa mère avec un large sourire. « Léo a demandé ta main en mariage », annonça sa mère. Le cœur d'Amy manqua un battement. Léo, l'amour de sa vie, allait enfin devenir son mari. Elle n'en revenait pas. Elle aimait tellement Léo. Il était fort, grand et beau, et ils étaient ensemble depuis des années. L'idée de devenir sa femme la remplissait de joie. Mais ce qu'Amy ignorait, c'est qu'un grand défi l'attendait. Un soir, la mère d'Amy s'assit à ses côtés près du feu et dit « Amy, avant d'épouser Léo, il y a quelque chose d'important que tu dois savoir. » Amy regarda sa mère, confuse. « Notre tradition dit que ta sœur aînée, Nina, doit coucher avec ton futur mari, Léo, avant le mariage, » expliqua sa mère. Les yeux d'Amy s'écarquillèrent. « Coucher avec lui ? Comment ça ?» Sa mère soupira.
Nina doit s'assurer que la virilité de Léo est suffisante pour toi. C'est la coutume de notre peuple, c'est la tradition d'Aurel. Un frisson glacial parcourut le dos d'Amy. Elle aimait sa sœur, mais cela ne lui semblait pas juste. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle ne cessait de penser à ce que sa mère lui avait dit. L'idée que Nina doive tester la virilité de Léo la rendait extrêmement mal à l'aise. Comment sa sœur pouvait-elle être impliquée dans quelque chose d'aussi intime? Comment Aurel pouvait-il avoir une telle tradition? Une tradition qui imposait que sa propre sœur couche avec son futur mari avant leur mariage? Le lendemain matin, elle décida de parler à Nina, peut-être pourrait-elle la convaincre de ne pas le faire. Après tout, elle avait entendu dire que si la sœur de la future mariée refusait de le faire, alors il pouvait se marier sans passer par cette épreuve. Amy trouva Nina au bord de la rivière. Elle avait l'air nerveuse. Nina était la sœur aînée d'Amy. Elle était calme et belle, avec de longs cheveux qui flottaient comme le vent. Nina, commença Amy, maman m'a parlé du test, celui où tu dois tester la virilité de Léo avant que je ne l'épouse. Nina leva les yeux, son sourire s'élargissant. Ah oui, le test, dit-elle presque avec amusement. Amy avala difficilement sa salive. Tu veux vraiment le faire? Nina gloussa doucement. Oh, Amy, tu ne comprends pas, Léo est un homme magnifique. Je l'admire depuis longtemps. Amy sentit une boule dans sa gorge. Que veux-tu dire? Nina se pencha plus près, ses yeux brillants de quelque chose qu'Amy ne parvenait pas à cerner. J'ai toujours aimé Léo. Il est fort, beau et gentil. Peut-être qu'après le test, il réalisera qu'il préfère moi. Le cœur d'Amy s'effondra. Sa propre sœur était intéressée par Léo. C'était pire que ce qu'elle avait imaginé. Ce soir-là, Amy se précipita à la ferme de Léo, les yeux remplis de larmes. Elle le trouva en train de s'occuper de ses cultures, sa chemise trempée de sueur à cause du travail de la journée. Léo, dit-elle, la voix tremblante, Nina veut te tester, et elle t'admire. Je pensais qu'elle allait refuser le test de la virilité, mais elle est intéressée. Léo la regarda, choqué. Quoi? Pourquoi elle dirait ça? Elle a dit que peut-être après le test, tu préférerais elle, répondit Amy. Léo prit Amy dans ses bras, essuyant ses larmes. Amy, je t'aime toi seule. Je ne choisirai jamais Nina à ta place. Mais au fond d'elle, Amy s'inquiétait toujours. Nina était belle, confiante et intelligente. Et si Léo commençait à avoir des sentiments pour elle? Les jours passèrent, et le jour du test approchait. Amy tenta de se distraire avec les préparatifs du mariage, mais l'idée de Nina seule avec Léo la hantait. Comment ma sœur peut-elle tester la virilité de mon futur mari avant moi, ne cessait-elle de se demander. Pendant ce temps, Nina semblait excitée. Elle fredonnait en se préparant, ses yeux pétillants chaque fois qu'elle mentionnait le nom de Léo. Amy savait que sa sœur était sérieuse à ce sujet. Lorsque le jour du test arriva, Amy ne pouvait pas rester là sans rien faire. Elle devait trouver un moyen d'arrêter Nina. Elle décida de parler aux anciens du village, peut-être qu'ils pourraient l'aider. Mais lorsqu'elle expliqua ses préoccupations, les anciens répondirent simplement. C'est la coutume chez nous, Amy. Nous ne pouvons pas changer ce qui se fait depuis des générations. La seule personne qui puisse t'aider dans cette situation, c'est ta sœur, Nina. Si elle refuse de faire le test, tu pourras te marier. Mais si elle accepte, il n'y a rien que nous puissions faire. Pendant ce temps, Léo était déchiré. Il respectait la famille d'Amy et ses traditions, mais il ne voulait pas faire de mal à Amy. Il l'aimait profondément et ne voulait pas être impliqué dans quelque chose qui lui causerait de la douleur. Il pensa à refuser le test, mais que se passerait-il si cela causait des ennuis avec la famille d'Amy? Il ne voulait offenser personne. Le jour du test arriva enfin. Le cœur d'Amy battait fort alors qu'elle regardait Nina se diriger vers la petite hutte où le test allait avoir lieu. Léo était déjà à l'intérieur, attendant. Nina portait sa plus belle robe et avait tressé ses cheveux de manière magnifique. Elle ressemblait à une personne qui allait à une fête, et non à un test de virilité. Amy se tenait à distance, se sentant malade de soucis. À l'intérieur de la hutte, Léo était assis sur un tabouret en bois, nerveux et mal à l'aise. La faible lumière de la lampe à huile vacillait contre les murs de boue,
projetant de longues ombres. Il entendit les pas de Nina se rapprocher, ses sandales tapotant doucement contre le sol. Il essuya la sueur de son front, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade. La porte s'ouvrit, et là se tenait Nina, son sourire brillant et confiant. Elle entra, ses yeux se verrouillant dans ceux de Léo. « Eh bien, Léo, dit-elle, d'une voix douce et joueuse. Es-tu prêt pour le test de virilité ?» Les poings d'Amy se serrèrent à ses côtés. « Non. Je n'ai pas accepté cela, et Léo n'est pas un prix que tu dois gagner. Je l'aime, et lui-même aussi. » Les yeux de Nina se plissèrent. « Tu veux dire que tu ne lui fais pas confiance pour réussir le test de virilité ?» « Ce n'est pas une question de confiance, » répondit Amy fermement. « C'est une question d'amour, de respect et de savoir que cette tradition est fausse. Tu es ma sœur, Nina, comment peux-tu essayer de prendre la seule personne qui me rend heureuse ?» Pendant un long moment, la pièce fut silencieuse. Les yeux de Nina baissèrent vers le sol, son visage se radoucissant comme si elle venait de réaliser son erreur. « Tu as raison, Amy, dit-elle enfin. J'ai toujours été celle qui attirait l'attention. J'étais toujours la belle, la confiante. Mais quand j'ai vu combien tu étais heureuse avec Léo, j'ai ressenti de la jalousie. » Amy cligna des yeux, stupéfaite par la confession de sa sœur. Elle avait toujours admiré Nina, mais elle n'avait jamais imaginé que sa sœur puisse être jalouse d'elle. « Je pensais, continua Nina, sa voix lourde de culpabilité, que si je pouvais faire en sorte que Léo me remarque, peut-être que je me sentirais mieux dans ma peau. Mais maintenant, je vois que c'était une erreur. J'ai été égoïste. » Nina s'approcha d'Amy et prit ses mains dans les siennes. « Je suis désolée, Amy. J'ai été tellement concentrée sur ce que je voulais que j'ai oublié combien tu aimes Léo. Je ne ferai plus le test de virilité. Je vais dire à maman et aux anciens que ça n'aura pas lieu. » Amy plongea son regard dans celui de sa sœur et y lut la sincérité. Des larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle acquiesçait. « Merci, Nina, » murmura Amy, le cœur rempli de soulagement. « Je te pardonne. » Nina sourit tristement. « Je ne mérite pas ton pardon, mais je vais me racheter. Je te le promets. » Léo, qui avait observé silencieusement, s'avança et enveloppa Amy de ses bras. « Je suis heureux que ce soit fini, » dit-il doucement. « Je veux seulement être avec toi, Amy. » Le lendemain matin, Nina et Amy allèrent ensemble rencontrer les anciens du village. Nina prit la parole, expliquant qu'elle avait décidé de ne pas poursuivre le test. Les anciens furent surpris, mais ils écoutèrent attentivement Nina partager ses sentiments. « La tradition n'est plus nécessaire, » dit Nina. « Léo a déjà prouvé sa valeur. Il n'a pas besoin d'être testé par moi. L'amour entre Amy et Léo suffit. » Les anciens murmurèrent entre eux avant de finalement hocher la tête en signe d'accord. « Peut-être qu'il est temps de se débarrasser de certaines anciennes pratiques, » dit l'un des anciens. « L'amour doit reposer sur la confiance, pas sur des tests. » La nouvelle se répandit rapidement dans le village que la tradition du test ne serait plus suivie. Certains des anciens résistèrent au début, mais en voyant la force de l'amour entre Amy et Léo, ils furent convaincus que les choses devaient changer. Amy ressentit un grand poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis des jours, elle pouvait envisager son mariage sans peur ni inquiétude. Avec le test derrière eux, Amy et Léo se concentrèrent sur leur mariage. Tout le village se joignit pour aider à la préparation. Les femmes du village achetèrent des tissus colorés pour la robe de mariée d'Amy, tandis que les hommes se rassemblèrent pour construire un grand abri pour la célébration. Amy était remplie de joie alors qu'elle et Léo se préparaient pour leur grand jour. Ils passaient leur soirée ensemble, discutant et riant, rêvant de leur avenir en tant que mari et femme. Nina travailla sans relâche pour aider aux préparatifs du mariage. Elle voulait réparer le tort qu'elle avait causé à sa sœur. Elle décora le lieu avec des fleurs, s'assura que la nourriture était prête et aida même Amy à choisir ses bijoux. « Je veux que cette journée soit parfaite pour toi, » dit Nina à Amy alors qu'elle mettait les dernières touches au mariage. Amy pouvait voir les efforts que sa sœur faisait et lui était reconnaissante pour son soutien. Enfin, le jour du mariage arriva. Le soleil brillait intensément, et l'air était rempli du son des chants et des tambours. Amy était radieuse dans sa robe, et le sourire de Léo ne quittait jamais son visage alors qu'il attendait debout pour elle. Tout le monde était excité.
Il y avait beaucoup de tambours, de chants, de danses, de nourriture et de réjouissances. Après le mariage, Nina tira Amy à l'écart et lui tendit un petit panier rempli de perles colorées. « Ceci est pour toi, » dit Nina. « Un cadeau pour te rappeler que je te soutiendrai toujours, quoi qu'il arrive. » Amy sourit et serra sa sœur dans ses bras. « Merci, Nina. »« Je t'aime. »« Je t'aime aussi, » répondit Nina. Au fil des mois, Amy et Léo commencèrent à construire leur vie ensemble. Ils marchaient côte à côte dans la ferme, plantant des cultures et s'occupant des animaux. Ils riaient, ils se disputaient, et ils se rapprochaient de jour en jour. Leur amour fleurissait comme les fleurs dans leur jardin, fort et beau. Nina leur rendait souvent visite, apportant toujours des cadeaux ou aidant chaque fois que nécessaire. Elle devint un pilier de soutien pour Amy et Léo, prouvant que ses excuses étaient sincères. Les sœurs se rapprochèrent plus que jamais, liées par leur expérience partagée. Un jour, Amy apprit qu'elle attendait un bébé. La nouvelle remplit leur petite maison de joie. Léo était ravi, et Nina promit d'être la meilleure tante du monde. Ils célébrèrent avec tout le village, sachant que cette nouvelle vie apporterait encore plus de bonheur dans leur monde. En regardant autour d'elle, Amy réalisa combien ils avaient tous évolué. La vieille tradition qui avait failli les séparer avait désormais été remplacée par l'amour, la confiance et la compréhension. Dans le village de Rémy, une fille nommée Lina vivait une vie pleine de mystères. Parmi les villageois, elle était connue pour sa beauté et sa grâce. Elle était gentille avec tout le monde, son sourire illuminant même les jours les plus sombres. Mais il y avait une chose à propos de Lina que personne dans le village ne comprenait, elle ne prenait son bain qu'à minuit. À la sonnerie de minuit, lorsque les villageois dormaient, Lina quittait silencieusement sa maison et se rendait au bord de la rivière. Tout le monde dans le village se demandait pourquoi Lina ne se baignait jamais dans la rivière pendant la journée comme les autres filles. À Rémy, les filles allaient souvent à la rivière pendant la journée pour chercher de l'eau, laver leurs vêtements, jouer et se baigner. La seule fille qui ne faisait pas cela était Lina. Ils se posaient sans cesse la question. Pourquoi Lina ne nous rejoint-elle jamais à la rivière? Qu'est-ce qu'elle évite? Elle n'est jamais vue à la rivière pendant la journée. Que cache-t-elle? Une jeune fille du village nommée Eric décida de découvrir la vérité. Elle avait remarqué comment Lina ne prenait jamais son bain pendant la journée, et elle était curieuse. Alors Eric se décida, elle suivrait Lina une nuit pour découvrir exactement ce qu'elle faisait à la rivière à minuit. Le jour suivant, Eric suivit secrètement Lina. Comme toujours, une fois qu'il était minuit, Lina quitta silencieusement sa maison et se dirigea vers la rivière. Mais en chemin, Lina remarqua des pas derrière elle. Elle se retourna pour vérifier, mais elle ne vit personne. Cependant, dans son cœur, elle savait déjà que quelqu'un la suivait. Immédiatement, Lina prit un autre chemin, un sentier qui ne menait pas à la rivière. Eric perdit sa trace et ne put plus la voir. Son plan avait échoué. Pendant ce temps, Lina s'était en fait cachée dans les buissons. Elle y resta jusqu'à être sûre que personne n'était aux alentours. Puis, tranquillement, elle sortit des buissons et se dirigea vers la rivière pour prendre son bain comme d'habitude. Même la mère de Lina, Ellie, qui adorait sa fille plus que tout, était troublée. Elle se demandait pourquoi sa fille ne se baignait jamais pendant la journée. Elle savait qu'il y avait quelque chose d'étrange chez Lina, mais elle décida de ne pas la déranger. Après tout, c'était sa fille. Mais Ellie avait un secret qu'elle gardait depuis le jour de la naissance de Lina. Vous voyez, Lina n'était pas une fille ordinaire. Elle était un cadeau de la déesse de la rivière, donné à Ellie lorsqu'elle avait pleuré près de l'eau, priant pour un enfant qui comblerait son vide. La déesse avait entendu ses pleurs et était apparue une nuit fatidique, scintillant comme la lune à la surface de la rivière. « Lina sera à toi », avait dit la déesse, sa voix tranchante et autoritaire. Mais elle appartient à la rivière. Elle ne doit jamais être touchée par l'eau pendant la journée, sinon le secret de sa véritable nature sera révélé. Elle ne peut retourner à la rivière qu'à minuit, lorsque le monde dort et que les esprits de l'eau sont libres. Ellie avait accepté, trop submergée par la joie d'avoir une fille pour poser trop de questions. Ainsi, Lina grandit belle et aimée, mais elle garda toujours ses distances avec la rivière pendant la journée.
Elle ne se plaignait jamais, ne posait jamais de questions, car au fond d'elle, elle savait qu'il y avait quelque chose en elle qui la liait à l'eau d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais son jeune frère, Paul, n'était pas aussi facilement dupe. Il avait toujours admiré sa sœur, mais récemment, il avait remarqué un changement dans son comportement. Elle semblait distante, perdue dans ses pensées, et disparaissait toujours la nuit. Déterminé à la protéger, Paul décida de la suivre une nuit pour découvrir où elle allait et quel secret elle cachait. Cette nuit-là, alors que le village dormait, Paul se glissa derrière sa sœur. Il la regarda se déplacer silencieusement dans l'obscurité, son pagne blanc brillant sous la lumière de la lune. Elle marchait avec détermination, ses pas la menant directement vers la rivière. Paul se cacha derrière un arbre, épiant Lina qui se tenait au bord de l'eau. Soudain, Lina commença à changer. Ses jambes scintillèrent, et devant les yeux de Paul, elles fusionnèrent pour former une longue queue recouverte d'écailles brillantes. Sa peau brillait, et ses cheveux semblaient flotter autour d'elle comme s'ils étaient vivants. Elle n'était plus la sœur qu'il connaissait, elle était une sirène, une créature de la rivière. Paul resta bouche bée, choqué, mais Lina ne l'entendit pas. Elle se glissa dans l'eau, son corps se déplaçant gracieusement alors qu'elle nageait plus profondément dans la rivière. Paul la regarda disparaître sous la surface. Un moment, il pensa l'avoir perdue. Mais alors, du centre de la rivière, il aperçut d'autres silhouettes qui émergeaient, d'autres sirènes. Leur rire résonnait doucement dans l'air nocturne. Lina nageait parmi elles, son visage plein de joie alors qu'elle saluait ses compagnes. Elle parlait dans une langue que Paul ne comprenait pas, leur voix semblant être le chant même de la rivière. Pendant des heures, elles nageaient et dansaient dans l'eau, leurs mouvements synchronisés comme une belle danse. Lorsque l'horloge approcha des 3 heures du matin, Lina commença à quitter l'eau. Sa queue se transforma de nouveau en jambe alors qu'elle marchait sur le rivage. Elle avait l'air paisible, son visage serein, comme si la rivière avait lavé tous ses soucis. Elle s'habilla rapidement et retourna au village, sans savoir que son frère avait tout vu. Choqué par ce qu'il venait de voir, Paul rentra chez lui, l'esprit en effervescence. Comment sa sœur pouvait-elle être à la fois humaine et sirène? Que cela signifiait-il? Et que se passerait-il si les villageois découvraient la vérité? Le lendemain matin, Paul confronta Lina. « Sœur, commença-t-il, la voix tremblante. Je connais ton secret. Je t'ai vu au bord de la rivière la nuit dernière. » Le visage de Lina devint pâle. Elle avait craint que ce jour arrive, mais elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. « Paul, tu ne dois le dire à personne, murmura-t-elle. Si les villageois découvrent cela, ils auront peur de moi. Ils penseront que je suis maudite. Mais tu n'es pas maudite, dit Paul. Tu es ma chère sœur. Tu es juste, une sirène. Mais comment est-ce possible? Lina soupira, des larmes montant dans ses yeux. C'est vrai. Je ne suis pas complètement humaine. J'ai été donnée à maman par la déesse de la rivière. Je suis liée à l'eau, et c'est pourquoi je ne peux me baigner que la nuit. Si l'eau me touche pendant la journée, ma véritable forme sera révélée. Je ne peux pas laisser cela arriver, Paul. Paul écouta, le cœur lourd sous le poids de ses paroles. Il se rendit compte de combien sa sœur avait sacrifié pour vivre une vie normale dans le village. Il avait toujours su qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle, mais il n'avait jamais imaginé que ce serait ainsi. Je ne dirai rien à personne, promit-il. Mais pourquoi continues-tu à retourner à la rivière? Que se passe-t-il là-bas? Lina sourit tristement. Je vais à la rivière pour être avec les miens, les sirènes. C'est le seul moment où je me sens moi-même, où je n'ai pas à me cacher. Mais je vais aussi pour accomplir la promesse que maman a faite à la déesse. La rivière est ma maison, Paul. Mais je n'appartiens ni pleinement là-bas, ni ici. C'est pourquoi je dois garder mon secret. Au fil des jours, Paul tint sa promesse, et Lina continua ses visites nocturnes à la rivière. Mais la paix ne durerait pas. Une nuit, alors que Lina se dirigeait vers la rivière, Eric, la même fille qu'il avait suspectée auparavant, la remarqua à nouveau. Elle suivit Lina jusqu'à la rivière, se cachant dans l'ombre, comme Paul l'avait fait auparavant. Cette fois, Eric réussit. Lorsqu'elle vit Lina se transformer en sirène, elle fut horrifiée.
Elle courut jusqu'au village, répandant des rumeurs de sorcellerie et de malédiction. Le matin, tout le village était en ébullition. Lina est un esprit. Elle nous a tout trompés, cria Eric. Certains voulaient qu'elle soit chassée du village. D'autres murmuraient qu'il fallait la renvoyer à la rivière pour de bon. Les villageois se rassemblèrent sur la place du village, avec Lina au centre. Eric rentra chez elle, prit un pot d'eau, courut jusqu'à la place et en versa sur Lina. Instantanément, les jambes de Lina se transformèrent en une queue de sirène, une queue scintillante, lumineuse et brillante. Lina commença à supplier. « S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. S'il vous plaît. Je ne peux pas survivre avec cette queue si je ne suis pas dans l'eau. Je vous en prie, je ne suis pas une sorcière. C'est juste ma façon d'être née. » Craignant pour la vie de sa fille, Ellie supplia les anciens du village. « Elle n'est pas une sorcière, dit-elle, la voix tremblante. Elle a été donnée par la déesse de la rivière, née de ma douleur et de mon chagrin. Elle n'a fait de mal à personne. » Eric cria. « Non. Elle est maudite. Ne voyez-vous pas? Elle a une queue de poisson. Elle n'a pas sa place ici. » Lina leva la voix. « Je ne suis pas une sorcière. Je fais partie de la rivière. Je fais partie de cette terre. Je n'ai jamais voulu tromper qui que ce soit. La rivière est ma maison, mais ce village l'est aussi. Tout ce que je demande, c'est qu'on me laisse vivre en paix. S'il vous plaît, mes villageois. » Les villageois murmurèrent entre eux, incertains de ce qu'ils devaient croire. Mais Paul s'avança et se tint aux côtés de sa sœur. « Elle est notre famille, dit-il. Elle a vécu parmi nous toutes ces années sans causer de tort. Laissez-la vivre. » Après un long débat, les anciens du village prirent leur décision. Lina sera autorisée à rester. Et ainsi, ils portèrent Lina à la rivière, où elle nagea dans l'eau et, en quelques minutes, se transforma à nouveau en humaine. Les villageois réalisèrent qu'elle ne voulait causer aucun mal et acceptèrent de la laisser vivre parmi eux. Eric, honteuse de ce qu'elle avait fait, supplia Lina de lui pardonner. « Je suis désolée, Lina. J'étais jalouse de ta beauté, et je voulais savoir pourquoi tu ne te baignais qu'à minuit. Je ne voulais pas te faire de mal. » Lina sourit. « Ce n'est rien, Eric. Je comprends. » À partir de ce jour-là, le village de Rémy respecta la véritable nature de Lina, et elle vécut en paix et en harmonie parmi eux.